Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 25 août. Nous irons ce soir en Grèce. Là-bas, le pays vit une terrible vague d'incendies due à la canicule. Les flammes sont désormais aux portes d'Athènes. Le bilan est dramatique, plus de 45 victimes. La mort de Raymond Barre, l'ancien Premier ministre, est décédé à l'âge de 83 ans, la nuit dernière au Val-de-Grâce, à Paris. Nous reviendrons sur le parcours de cet homme politique atypique qui a toujours voulu se situer au-dessus de la mêlée. Sa disparition a suscité de nombreuses réactions aujourd'hui. Ségolène Royal est de retour. L'ex-candidate à la présidentielle a réuni aujourd'hui ses plus fidèles partisans dans son fief des Deux-Sèvres. Elle affirme être une femme neuve qui a accompli sa mutation 100 jours après sa défaite. Elle appelle à la réconciliation, au travail collectif. Mais pour quelle rénovation? Nous lui poserons la question ce soir. Elle est l'invitée de ce journal. Le grand retour des vacances se poursuit sur les routes de France. Beaucoup de monde dans la vallée du Rhône, mais également autour de la capitale. Et des Français qui espèrent profiter des week-ends à venir pour apprécier enfin un soleil qui leur a bien manqué cet été. Enfin, un portrait à suivre ce soir, celui de l'homme qui pourrait devenir la star de la future Coupe du Monde de rugby. Sébastien Chabal, deuxième ligne du 15 de France, suscite toutes les attentions depuis quelques semaines, celles du public, des médias, mais aussi et surtout celles de ses futurs adversaires. Avant de revenir sur la disparition de l'ancien Premier ministre Raymond Barre, commençons ce journal par les dernières informations et les dernières images en provenance de Grèce. Là-bas, le pays vit donc un véritable cauchemar depuis plusieurs jours maintenant. Des dizaines d'incendies sont en train de dévaster le Péloponnèse, une région située dans le sud du pays. Le bilan n'a cessé d'évoluer depuis les dernières heures, passant à plus de 45 victimes. Le point ce soir avec Karine Komadzi. Les Grecs ont coutume de l'appeler la terre des dieux, mais le Péloponnèse offre aujourd'hui un spectacle d'apocalypse. Attisé par des vents violents et chauds, le feu dévore les collines et s'invite jusque dans les villes. À l'ouest de la péninsule, dans la province de Zakharo, les habitants reculent et forcent à partir ceux qui voudraient rester. Car la lutte est inégale. Dans ce village, c'est le feu qui a gagné. Au milieu des cadavres d'ânes et de chèvres, une vieille habitante arpente les rues désertes. Je n'ai pas de famille ici, ils sont tous à Athènes, mon mari est mort. J'ai passé toute la nuit toute seule ici. Je n'ai vu personne. Comment aurais-je pu m'enfuir? Je n'ai aucun moyen de transport. Au village, 35 personnes ont été prises au piège par l'incendie. Carbonisées dans leur voiture, parmi elles, une femme tenant ses 4 enfants. Ces familles grecques étaient de retour au village chez leurs parents pour les vacances d'été. Ceux-ci ont pu s'enfuir, d'autres sont restés. Que voulez-vous que je vous dise? La nuit dernière, 2 ou 3 d'entre nous sommes restés ici. On a vu des morts sur la route, certains méconnaissables. Je ne sais même pas où est ma femme. Qu'est-ce que je peux dire de plus? 17 avions, 7 hélicoptères, les moyens sont insuffisants pour intervenir sur les 90 foyers de la péninsule. Au sud, à Aréopoli, 4 vacanciers auraient trouvé la mort, sans que les autorités réunies par le Premier ministre Kostas Karamanlis puissent encore déterminer leur identité. Le feu gagne le nord de la péninsule, Corinthe, et menace même les environs de la capitale, Athènes. Une tragédie nationale selon les Grecs, un grand malheur que les peuples essayent par tous les moyens de conjurer. Et le ciel d'Athènes s'est donc à son tour assombri. Les incendies se sont en effet déclarés également aujourd'hui aux portes de la capitale. Et ce soir, les flammes situées à quelques kilomètres du centre ne sont toujours pas maîtrisées. Reportage de nos envoyés spéciaux Franck Genozo et Marie Cros. L'arrivée à Athènes donne un avant-goût de la situation en Grèce. Vue du ciel, une multitude de petits foyers. Et à perte de vue, un panache de fumée qui donne l'impression d'un pays en feu. Et la capitale n'est pas épargnée. Rien qu'aujourd'hui, 3 feux ont grignoté la banlieue d'Athènes. Certains accès à la ville ont même été coupés pendant plusieurs heures, le temps pour le feu d'enjamber l'autoroute. Alors, hélicoptères et canadaires ont dû matraquer l'incendie pour éviter qu'il ne détruise les premières habitations. Le feu a traversé la rue. Il a touché quelques maisons et presque brûlé une école. Pour faire face, les pompiers ne sont pas assez nombreux. Alors ce sont les habitants eux-mêmes qui prennent en main les lances à incendie pour tenter de sauver leur maison. Et c'est en fait toute une chaîne de solidarité qui se met en place chez les riverains. On creuse et on ratisse le sol pour étouffer les dernières braises.
Avec ce vent fort, le feu peut renaître très vite. Alors on va rester debout toute la nuit pour surveiller. On distribue également de l'eau aux réservistes de l'armée venus en renfort pour évacuer les 10 religieuses de ce monastère. Heureusement qu'ils sont là, c'est grâce aux habitants que le feu ne s'est pas propagé. Mais avec une multitude d'incendies à Athènes depuis le début de l'été, les corps et les esprits commencent à être usés. Ce soir, le vent est tombé, mais demain, les températures pourraient à nouveau flirter avec les 40 degrés. Alors, à la moindre étincelle, il faudra tout recommencer. Alors, quelle est la situation désormais? On retrouve sur place notre envoyé spécial, Franck Genozo. Bonsoir Franck. Tout d'abord, est-ce que le bilan humain risque de s'alourdir dans les prochaines heures? Absolument, le tout dernier bilan que nous avons en notre possession fait état de 50 morts en 2 jours dans le Péloponnèse. Et c'est un bilan qui devrait s'alourdir dans les heures à venir parce que les secours ont les pires difficultés à se rendre jusque dans des villages reculés, dans des zones très escarpées. Évidemment, le vent très violent, très tourbillonnant que vous voyez derrière moi ne facilite pas la tâche et les hélicoptères de l'armée ont les pires difficultés à évacuer les gens en danger. Il s'agit en tout cas d'une vague d'incendies sans précédent dans ce pays. Absolument, sans précédent, vous l'avez dit, 170 feux recensés aujourd'hui sur le territoire grec, 10 000 hectares partis en fumée. Le gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence. Il a également décrété 3 jours de deuil. La campagne législative, pour les élections législatives qui battait son plein, a été suspendue et les autorités grecques sont obligées pour la 2e fois de l'été d'en faire appel à l'Union européenne. Merci Franck. L'actualité de ce samedi est également marquée par la mort de l'ancien Premier ministre Raymond Barre, âgé de 83 ans. L'ancien maire de Lyon est décédé cette nuit à l'hôpital du Val-de-Grâce, à Paris. Celui-ci était hospitalisé depuis avril dernier pour des problèmes cardiaques. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a dans un communiqué souligné l'esprit libre et indépendant de Raymond Barre. Alors voyons quel a été le parcours de cet homme politique atypique, du professeur d'économie à l'homme d'État, centriste et européen convaincu. Alexandre Carra. C'est comme cela qu'on perd sa voix et c'est comme ça qu'on ne résout pas les problèmes. C'est le tempérament des Français. Grand bavard, petit faiseur. Non, mais pour l'instant, voilà, monsieur. Le franc-parler, c'est sa marque de fabrique. En 1976, Raymond Barre entre dans le gouvernement Chirac comme ministre du Commerce extérieur. C'est le chef de l'État qui fait les présentations. Alors qui est monsieur Barre? Monsieur Barre est sans doute le meilleur économiste français. 6 mois plus tard, Jacques Chirac démissionne. Raymond Barre devient Premier ministre, un poste qu'il occupe jusqu'en 1981. Il garde l'économie et les finances pendant 2 ans. Je tiens à vous dire immédiatement que je serai un Premier ministre économe de ses propos. Économe aussi dans sa politique. Un mot devient vite à la mode, l'austérité. Raymond Barre veut ralentir l'inflation et pour cela décide de bloquer les prix et les salaires. La France manifeste, lui tient bon. Vous êtes en train de crier blocage des salaires. Eh bien, ce n'est pas vrai. Je vous ai laissé crier, vous ne me laissez pas parler. Et le pays jugera. Son pays, c'est la Réunion. Raymond Barre naît en 1924 dans une famille de la bourgeoisie créole. Son père ayant fait de mauvaises affaires, quitte définitivement l'île. À 4 ans, Raymond Barre devient le seul homme de la maison. C'est un élève brillant. À 21 ans, il s'inscrit à la faculté de droit de Paris, en ressort agrégé, et rédige un manuel d'économie, une référence. En 1967, le professeur Barre entre à la Commission européenne. Sur ses conseils, De Gaulle refuse de dévaluer le franc en 1968. Rien ne sert de courir dans une campagne, aime-t-il rappeler, il faut partir à point. Soutenu par les centristes, le député du Rhône, toujours réélu, est souvent caricaturé pour son flegme et ses bons mots. Ici, je suis dans la vraie France. Je ne suis pas dans le microcosme. En 1986, Raymond Barre s'oppose à la cohabitation. 2 ans plus tard, il annonce sa candidature. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. 16,5% des voix. Il ne passe pas le premier tour. Du bout des lèvres, Raymond Barre appelle à voter Jacques Chirac. À l'Assemblée, comme dans l'univers politique, il fait figure de sage, souvent consulté à droite comme à gauche. En 1995, Raymond Barre devient maire de Lyon. Avec lui, se développent de grands chantiers. Lyon s'offre un nouveau visage, celui d'une métropole européenne. Après 6 ans à la tête de la ville, Raymond Barre ne se représente pas. 1 an plus tard, il quitte l'Assemblée nationale. Depuis,
Ces apparitions se font rares. Mais pourtant, à l'occasion de la promotion de ses mémoires, il défend Maurice Papon et Bruno Gollnisch et dénonce un lobby juif capable de monter des opérations indignes. Une ombre sur la fin de vie de cet homme unanimement respecté. Sous la Ve République, Raymond Barre reste un homme atypique, indépendant, loin des appareils des partis, à sa façon, un homme à part. Depuis l'annonce du décès de Raymond Barre, les réactions se sont multipliées tout au long de la journée. Jacques Chirac salue un grand économiste et un homme engagé pour la modernisation du pays. Autre réaction ce matin, celle du Premier ministre François Fillon, mais également celle de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ou encore du centriste François Bayrou. On écoute leurs réactions au micro Ahmed Tazir et Arnaud Wüst. Il a décidé d'écourter ses vacances dans le Midi dès l'annonce du décès. Valéry Giscard d'Estaing a tenu le premier à saluer la mémoire de son ancien Premier ministre. C'était le meilleur Premier ministre de notre pays depuis assez longtemps, en réalité. C'était un travailleur acharné. Il me faisait penser à Colbert. Vous savez qu'on raconte que quand Colbert arrivait le matin sur son bureau et qu'il voyait des piles de dossiers, il se frottait les mains de plaisir. Mais Raymond Barre, c'est un peu ça. On avait l'impression que le travail, c'était pour lui une sorte de drogue. Il se plongeait dans le travail. Depuis son fief de la Sarthe, le Premier ministre salue un esprit indépendant, courageux et franc. Raymond Barre, c'était au fond une référence dans la vie politique française. Et à ce titre, sa voix, son regard, sa silhouette, à la fois un peu bonhomme et en même temps très rigoureuse, va manquer aux Français. Un esprit carré dans un corps rond, au service de l'intérêt général. L'expression revient souvent surtout dans sa famille politique. C'était un homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui mettait l'intérêt général de son pays au-dessus des intérêts particuliers, au-dessus des intérêts de parti, au-dessus de ses intérêts propres. Mais il avait cette dimension-là qui faisait naître la confiance parce qu'on savait que celui-là au moins disait la vérité. La gauche se souvient aussi de l'homme d'État indépendant et de l'économiste qui fait autorité, capable de bienveillance au pire moment de la vie. Quand je suis tombé malade il y a un mois et demi maintenant en Inde, assez gravement, il avait de son lit demandé à son fils Nicolas, qui l'a fait, de m'adresser un petit message. C'est magnifique, c'est merveilleux. Moi je dialogue avec tout le monde, parce que je suis un homme libre. N'oubliez pas ça. Les obsèques de cet homme libre devraient avoir lieu mercredi au Val-de-Grâce, l'hôpital militaire parisien où il est décédé. Et c'est à Lyon que Raymond Barre a installé sa carrière politique, député à plusieurs reprises, maire de la ville de 1995 à 2001. Il restera comme l'homme des grands chantiers de la deuxième ville de France. Voyons aujourd'hui comment la population et les figures de la ville ont réagi à sa disparition. Denis Sébastien, Thierry Simonet. La nouvelle s'est répandue au fil de la journée et les drapeaux en berne sont venus la confirmer. Député du Rhône, Raymond Barre avait aussi occupé le fauteuil de maire pendant un mandat. Un maire qui n'était pas originaire de la ville, mais qui avait su se faire apprécier par une partie de la population. On est peiné, mais compte tenu de son âge, on savait qu'il avait une santé qui était assez fragile. Je pense qu'il a quand même donné à Lyon une renommée internationale, parce que je pense que c'est quand il était maire que Lyon a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il était rigoureux dans son travail, humaniste, il a fait beaucoup. C'est dommage qu'il n'ait pas resté longtemps, quoi. Il a fait que 6 années à Lyon. Il est déjà 4h15 et je ne tiens pas à ce que nous passions notre temps à savoir si nous sommes bien photographiés ou non. Raymond Barre, qui rabroue les journalistes, voilà pour le style direct. Il dirigeait ici son dernier conseil municipal. À Lyon, ses partisans comme ses adversaires politiques lui rendent hommage. C'était pas quelqu'un de manichéen, il était prêt à écouter les idées de l'autre, à partager ses avis. Pour M. Barre, quand une idée était bonne, elle était bonne. On ne regardait pas qui l'avait formulée. Souvent critique vis-à-vis des querelles lyonnaises, Raymond Barre s'était en revanche bien adapté à l'un des aspects de la vie entre Saône et Rhône, la gastronomie. Paul Bocuse se souvient de ses visites fréquentes et de son appétit. C'est un gourmand et un gourmet. C'est-à-dire ? Je pense qu'il aimait les choses simples, les choses, si vous voulez, il aimait bien un bon plat, mais qui est consistant, c'est-à-dire qu'on puisse se servir 2 fois. Un registre de condoléances a été ouvert devant la mairie. Lundi soir, une veillée aura lieu dans les salons de l'hôtel de ville. 100 jours après l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République et donc 100 jours après sa défaite, Ségolène Royal a fait son retour sur la scène politique. Retour sur ses terres, dans son fief, à Mel, dans les Deux-Sèvres. L'ex-candidate du Parti socialiste est apparue offensive, mais elle souhaite prendre son temps. Sur place, reportage Jeffy Dimbert et Aurélien Chapalin.
Les militants qui lui sont fidèles ont bien fait les choses. Il y a du monde, visiblement, pour le retour de Ségolène Royal. Ses compagnons de route sont fiefs de Mel, quelques cartes socialistes, et voilà la fête de la Rose qui prend un petit air de campagne. Même les drapeaux ont été ressortis. J'ai quelque chose à vous dire, mais je ne suis en compétition avec personne. Traduction, ni Dominique Strauss-Kahn, désormais devant elle dans les sondages, ni François Hollande ne l'inquiète. Moins de sérénité pour commenter les livres signés par des socialistes et qui reviennent durement sur sa campagne. Je crois que ça fait quand même beaucoup de dégâts, au-delà de la vulgarité de certains propos. Jean-Louis Bianco, à côté de lui Michel Delaunay, la tombeuse d'Alain Juppé, des têtes qu'on a découvertes ou redécouvertes. Ségolène Royal affiche ses troupes et sa nouvelle méthode, elle ne donnera pas dans l'opposition frontale à Nicolas Sarkozy. Pourquoi ne pas, par exemple, reconnaître qu'il y a dans ce nouveau pouvoir une volonté de réforme? Seulement, annoncer la réforme, ce n'est pas l'accomplir. 1h30 de discours, le public était conquis d'avance. En 2012, elle sera là. Et les Français la veulent. C'est pas parce qu'ils disent qu'elle est partie, là elle est de retour. Je la retrouve, moi, Ségolène, je la retrouve. Ah oui, oui. Là, je suis parti pour un bon moment. Dans une semaine devant l'ensemble des socialistes réunis à La Rochelle, Ségolène Royal sait qu'elle n'aura pas forcément le même succès. C'est pourquoi cette année, elle tenait à fixer sa ligne avant les autres. Et on retrouve maintenant à Mel Ségolène Royal, qui est notre invitée. Bonsoir Madame Royal, merci d'être avec nous ce soir. Première question toute simple, vous aviez reconnu, et c'est légitime, être fatiguée à la fin de cette campagne électorale. Alors tout d'abord, comment allez-vous après cette trêve estivale? Je vous remercie de vous préoccuper de mon état, mais je vais très bien. Bien évidemment, je n'étais pas fatiguée au sens où cette campagne aussi m'avait donné énormément d'énergie, mais c'est vrai, je crois que le fait de faire un arrêt, de réfléchir, de profiter de ses enfants, de sa famille, de ses amis, je crois que c'est des moments très importants, comme pour tous les Français. Sincèrement, qu'est-ce que l'on ressent après des mois de campagne lorsque tout cela s'arrête? Est-ce qu'il y a un grand vide? Pas du tout. Je suis aujourd'hui une femme très sereine et en même temps, je ne suis animée d'aucun esprit de revanche. C'est-à-dire qu'une nouvelle page de l'histoire maintenant va s'écrire pour la gauche. Pour les socialistes, nous avons beaucoup de travail à faire. D'abord réfléchir, bien évidemment, sur les raisons de la défaite, mais ne pas le faire avec nostalgie. Au contraire, le faire en étant en position solide par rapport à ce que les Français attendent. Moi, je crois qu'il faut réinventer une nouvelle façon d'agir dans l'opposition. C'est-à-dire faire comme si nous étions aussi aux responsabilités et pousser en avant le gouvernement actuel à agir et à accomplir les réformes pour que la France ne régresse pas. Moi, je crois qu'il faut reconnaître à ce gouvernement un certain nombre de mérites pour que les critiques ou les propositions qui sont faites soient davantage crédibles. Je veux reconnaître au gouvernement de Nicolas Sarkozy et même à lui-même une capacité de mouvement, de réactivité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ce mouvement se transforme en impuissance. Lorsque, par exemple, il promet, pour lutter contre la délinquance sexuelle et contre les pédophiles après ce drame affreux, de mettre en place un hôpital réservé pour les délinquants sexuels, je veux lui dire que cette promesse a déjà été faite il y a 3 ans et qu'aujourd'hui, il y a une forme de risque d'immobilisme. Madame Royal. Je crois qu'il faut en finir avec l'accumulation, par exemple, des lois ou des commissions qui sont mises en place, mais vraiment passer à l'action pour répondre aux problèmes qui se posent aux Français, en particulier pour trouver des solutions au ralentissement de la croissance. Madame Royal, l'actualité, c'est également celle du Parti Socialiste. Si je vous demandais de donner un diagnostic du Parti Socialiste, vous diriez qu'il est fiévreux, convalescent ou très malade? Je dirais qu'il est très fort dans sa masse de militants. Ils étaient ici plus de 3000 tout à l'heure. Très volontariste dans sa volonté d'avancer, de préparer l'avenir, mais en même temps qu'il doute de lui-même, qu'il doit aussi remettre en cause un certain nombre de dogmes. Et en particulier, je crois que nous avons la capacité à réconcilier la notion d'efficacité économique et de justice sociale, que nous devons aussi réconcilier la protection de l'individu.
Voilà des propos recueillis en fin d'après-midi. Dans le reste de l'actualité, un produit répulsif pour faire fuir les SDF. Voilà l'étrange idée émise par le maire d'Argenteuil en banlieue parisienne pour éloigner les sans-abri du centre-ville. Le maire s'est procuré ce produit nauséabond pour que les lieux occupés par les SDF en soient aspergés. Pour le moment, les agents de la voirie s'y sont refusés. Explication, Elsa Coudray et Vincent Kellner. Ils prennent le pulvérisateur, ils en mettent partout. Ils ne cherchent pas midi à 14h. Partout, partout, partout. Dominique est SDF. Depuis un an, il vit aux abords d'un centre commercial en plein cœur d'Argenteuil avec sa compagne. Le produit a été vaporisé par les agents d'entretien de la galerie marchande. Il pourrait s'agir de malodore, un répulsif non toxique selon son fabricant, mais qui dégage une odeur nauséabonde. L'objectif, chasser les SDF du centre-ville. Nous, on fait pas de mal. On est comme ça, on est SDF, on n'a pas de logement. On doit construire déjà un abri. C'est la municipalité qui a donné le produit au centre commercial. Dans un premier temps, elle avait demandé à ses propres agents, qui ont refusé. On utilise des produits pour se débarrasser des parasites. Et voilà, là, c'est pas des parasites, c'est des gens. C'est des gens, quoi. Donc ça vous choque? Je vous dis, pour moi, c'est plus que choquant, c'est condamnable, quoi. À la mairie, on affirme que le produit n'a pas été utilisé jusqu'ici. Mais on n'exclut pas cette possibilité à l'avenir. Le fait même de leur dire qu'on va peut-être être obligé d'utiliser ce produit, c'est peut-être un moyen de les convaincre d'accepter les solutions sociales. Et on ne fait là que suivre ce qui se passe dans d'autres communes. Dans les autres communes, le malodore est utilisé dans des endroits dangereux, sous des ponts ou près des routes. Jamais encore dans le but de chasser des personnes du centre-ville. Et ce soir, la ministre du Logement, Christine Boutin, a jugé inacceptable l'utilisation de produits répulsifs et promet des initiatives respectant la dignité des SDF. Comme prévu, vous avez été nombreux à prendre la route du retour des vacances aujourd'hui, des ralentissements et quelques bouchons, surtout concentrés dans le sens des retours dans la vallée du Rhône ou en Ile-de-France. Il a donc fallu parfois prendre son mal en patience et parfois s'accorder une petite pause comme ici, sur cette terre d'autoroute près de Tours. Caroline Thébault, Antoine Morel. Et 1, 2, 3. À chacun sa méthode pour se détendre après avoir ravalé les kilomètres. Et surtout, à chacun son dernier sandwich des vacances. Jambon fromage. Poulet. Sandwich blanc de poulet, surimi mayonnaise. On se gâte quand même, c'est pas parce que c'est la fin des vacances. Et même s'il n'y a plus de château de sable, tout est bon pour se sentir encore en congé et s'assurer un retour en toute tranquillité. Après manger, ça les défoule, comme ça après dans la voiture, ils pourront bien se calmer, bien s'endormir. Au moins on sera tranquille. Mais l'été, une aire d'autoroute et rarement de tout repos. Reste là, reste là, reste là. C'est des conditions extrêmes, là. Ouais, mais il y a du monde pour changer les bébés à l'intérieur, alors. La petite pause qui fait du bien, sur la route du retour. Pas de file d'attente en revanche pour eux. Et si le maître est patient, on en profite. Dernière balade, dernier flirt, et pour certains, dernier bain. Elle adore l'eau, donc comme vous pouvez voir, là, vous voyez, ça lui fait du bien, donc... Vous êtes sûr qu'elle aime? Elle adore, il n'y a aucun problème. Pas le temps de s'éterniser, c'est l'heure de reprendre la route, même si le soleil pointe enfin le bout de son nez. C'est la fin des vacances. Courage, et si jamais le retour est trop dur, la prochaine heure est dans 10 minutes. Et l'été a été maussade d'un ciel triste, un soleil trop rare sur une grande partie nord et ouest du pays. C'est pourquoi certains d'entre vous entendent profiter dans les semaines à venir des week-ends, on l'espère ensoleillés. Ce fut le cas aujourd'hui à Cabourg, l'occasion pour certains de retarder le retour du quotidien. Jean-François Firet et François Pitrel. T'es content? Super. Il fait beau là. Dans la précipitation, ils en ont même oublié les pelles et les seaux. Ce matin, en ouvrant leur volet de Rueil-Malmaison en région parisienne, les Romieux ont eu une vision d'horreur. De la pluie et de la grisaille, encore. Une seule idée leur est venue en tête, sauf qui peut. On a eu une semaine absolument catastrophique. On s'est dit ce matin en écoutant les prévisions météo, il a l'air de faire beau à la mer, on part tout de suite. Et hop, en voiture Simone, direction Cabourg, à 2 heures de route de Paris. Bonne pioche, drapeau vert et grand soleil pour tout le monde. Je dirais que c'est un petit bonus pour les vacances. Si on recommence à pleuvoir, à avoir un brouillard coupé au couteau, là je vais finir par me plaindre. Pas la peine de se plaindre, jeune homme, ni même de courir après le soleil. Il a tenu bon toute la journée. 22 degrés seulement, un peu frisqué pour la saison, mais c'est la première vraie belle journée depuis des semaines.
On vient de loin pour l'apprécier. C'est le débarquement sur la plage de Normandie. Moi je viens de Nice. Paris. On vient du Val d'Oise, de l'Isle-Adam exactement. Des Yvelines. Hein. Des Yvelines. Oui. Et on trouve même, mais oui, des Chinois. Étonnant, ils viennent pêcher la palourde à Cabourg. Si vous voulez écouter, c'est vachement intéressant. Vous voyez, vous mangez pas ici, c'est juste là, c'est super intéressant. Pour la pêche à la palourde ou tout simplement pour la baignade, 400 000 touristes viennent ici chaque été. 400 000 touristes pour 3 542 Cabourgais, très accueillants. C'est une belle plage qui mérite d'être connue et qu'elle soit fréquentée par des Parisiens et différentes nationalités. J'approuve. Et profitez bien de la vue car dès la semaine prochaine, le temps se gâte. Aujourd'hui, ce n'était donc peut-être pas vraiment le jour à oublier son maillot de bain. Certains l'attendaient, d'autres la critiquent. C'était ce matin l'ouverture de la chasse au gibier d'eau. 250 000 chasseurs étaient au rendez-vous. Une ouverture un peu morose cette année en raison des restrictions dues à la grippe aviaire. Reportage à Condé sur l'Escaut, dans le nord de Hèze-à-Palot, et Chloé Lecomte. 5 heures du matin, il fait encore nuit sur ce marais du Valenciennois. Pourtant, Philippe et Grégory savent faire déjà. Dans 1 heure, la chasse est ouverte. Il faut placer les derniers appelants. Grâce à leurs cris, ces canards élevés par les chasseurs servent d'appât pour le gibier d'eau. On en a mis 3 de ce côté-là et plusieurs de l'autre côté pour reprendre le gibier qui va revenir de là ce matin normalement. Quelques minutes plus tard, le jour se lève. Tout est prêt dans la hutte. Les cris des appelants résonnent non loin, en toute illégalité. Car le gouvernement l'a décidé, les canards appâts sont interdits cette saison dans les marais. Ils pourraient favoriser la propagation du virus H5N1. Une décision ressentie ici comme une injustice. On est en colère, mais on le fait pas voir, quoi. Et puis on chasse comme ça, quoi. Tant pis pour eux, quoi. Ils nous verbaliseront. Mais comme un État comme ici, ils peuvent pas nous verbaliser, car s'ils en verbalisent un, toutes les huttes vont arriver, quoi. Ils peuvent pas verbaliser 30 huttes sur un marais comme ça. Ils affirment tous avoir mis les moyens pour garantir la bonne santé et le suivi de ces canards d'élevage. Pour toute la France, entre les bagues, entre les analyses et tout, on approche du 1,5 million d'euros. C'est pas rien. Soudain, quelques tirs retentissent, pour la plupart infructueux. Pas de quoi consoler aujourd'hui ces chasseurs de gibier d'eau. Ils se disent même découragés par cette nouvelle interdiction. Dans le Nord, près de 10% d'entre eux auraient décidé l'année dernière de raccrocher le fusil. L'actualité sportive de ce samedi avec tout d'abord un premier résultat de football. Caen recevait en fin d'après-midi l'Olympique de Marseille et c'est l'OM qui s'est imposé. 2-1, but de Rodriguez et de Mamadou Niang. À suivre ce soir, Monaco-Le Mans, Strasbourg-Lens ou encore Bordeaux-Lorient. Demain, le Paris Saint-Germain rencontre Lille et Saint-Etienne se déplace pour le derby à Lyon. Résultat, reportage et analyse demain dès midi dans France de Foot. Je vous le disais en titre, il pourrait devenir l'une des stars de la prochaine Coupe du Monde de rugby. Sébastien Chabal a été propulsé icône médiatique en quelques semaines. Il faut dire que l'homme d'1m92, de 115 kg, a un physique que ses adversaires n'oublient pas en général. Une image d'un guerrier ombrageux qui interpelle. Alors qui est cet homme souvent caricaturé? Peut-on parler aujourd'hui de Chabal Mania? Tentons d'en savoir plus ce soir avec un Rontanzit et Zidane Berkous. Voici, mesdames, messieurs, la nouvelle coqueluche de l'équipe de France. 1m92, 115 kg de muscles, Sébastien Chabal arrivant à l'entraînement et sifflé par ses coéquipiers. 2 mots pour le définir. Animal et bestial. Sur un gage, je dirais, voilà. La preuve par l'image. Cet hiver, la France est en tournée. Chabal au plaquage, un Néo-Zélandais en moins. Une semaine plus tard, le Français repart au combat. Résultat, une mâchoire de fracturée. Ces faits d'armes sont visionnés des dizaines de milliers de fois sur Internet. À son retour en France, il a l'honneur des plateaux télé. La Chabalmania gagne du terrain. Ça flatte quelque part son ego, mais c'est vraiment pas du tout ce qui est important aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le terrain.
Et ces derniers temps sur le terrain, difficile de faire sans lui. Un essai face à l'Angleterre et tout le monde s'emballe pour Chabal. Surtout mon petit chouchou Sébastien Chabal qui nous a fait une chevauchée héroïque. Sébastien Chabal. La ministre Rachida Dati, de passage à Marcoussis, tombe elle aussi sous le charme. Un phénomène, ce Chabal. Il y a des filles qui aiment les garçons un peu virils. Voilà, donc j'ai l'impression que Sébastien Chabal, il évoque ça. Et il est chevelu, il est poilu, il a une barbe, il a un côté un peu christique. Chabal cultive son corps autant que les paradoxes. Pour cette Coupe du Monde, le rugbyman préféré des Français risque fort de jouer les remplaçants de luxe. Un rôle de sauveur dans lequel il excelle. Sport toujours avec les championnats du monde d'athlétisme qui ont commencé à Osaka au Japon. Le Français Mehdi Bala a pris ses marques en se qualifiant sur 1500 mètres. Des épreuves marquées par une chaleur accablante. Reportage sur place, Manuel Tissé et Yann Moine. La médaille est d'or, le soleil est de plomb. Le Kenyan Kibet remporte le premier titre des mondiaux. 2h16 de marathon pour le vainqueur, mais une matinée en enfer pour tous les concurrents. 30 degrés à l'ombre à 7h du matin, 62% d'humidité. 42 km 195 de souffrance. Une trentaine de ces marathoniens n'a même pas vu la ligne d'arrivée. Et pour le dossard numéro 10, ce fut d'extrême justesse. Dans ces conditions extrêmes, l'entrée en piste de Mehdi Bala présentait quelques risques. Mais le double champion d'Europe du 1500 mètres, l'un des favoris pour la médaille, s'est facilement qualifié pour les demi-finales. Meilleur temps des séries. Là, j'avais quand même l'impression d'être un petit peu écrasé par cette chaleur. Et surtout qu'en plus, on passe du chaud au très froid à la chambre d'appel, parce que la chambre d'appel, de faire 20 degrés, c'est horrible. Donc on s'habille, on se déshabille, on transpire, on n'arrête pas. La chaleur multiplie aussi les risques d'accident. Et la rivière du 3000 mètres steep n'offre aucune fraîcheur. La performance de la jeune Française Sophie Duarte est d'autant plus relevée. Elle a mené presque toute la course et se qualifie à 26 ans pour sa première finale mondiale. Bonne soirée aussi pour Naman Keita, vainqueur de sa série du 400 mètres haies et ravi de retrouver enfin l'été. Pour moi, c'est grand plaisir. Moi qui m'entraîne en région parisienne, même jusqu'à maintenant, il paraît qu'il pleut encore. Et la température n'a pas fini de grimper. Le Jamaïcain Powell et l'Américain Gay ont commencé leur duel à distance sur 100 mètres. Demain, ils auront le record du monde en ligne de mire. 3 journées avec les stars du rock comme Björk ou encore les Rita Mitsuko. Tel est le programme alléchant proposé par la 5e édition du festival Rock en scène qui se déroule à Saint-Cloud, à côté de Paris. Reste à savoir ce que signifie être rock'n'roll aujourd'hui. Emery Gotchi et Tristan Lebras sont allés enquêter sur place. À Rock en scène, pendant que certains passent leur fin d'été à buller, d'autres révisent leurs leçons de rock'n'roll. C'est du bac, vous avez 3 heures pour plancher. C'est quoi aujourd'hui être rock'n'roll? Sujet difficile, quelques minutes à peine pour le traiter, il faut faire vite. Direction la loge du groupe parisien Rock'n'Roll. Avec un nom pareil, ils doivent bien connaître la réponse. Les gens croient que le rock c'est juste faire le con sur scène et boire des bières après, mais c'est aussi boire des bières avant. Mince, on est tombé sur des cancres, vaut mieux discuter avec Émilie Simon, l'auteur de la bande originale du film La Marche de l'Empereur. Pour moi, le rock, c'est une question d'énergie pure. Après, ça passe par de la guitare, par je sais pas, de la basse ou des synthés ou peu importe finalement. Même son de cloche chez le groupe The Hives. Dans le rock, c'est l'énergie qui prime. Vous pouvez avoir des trucs très malins dans le rock, mais si la chanson ne vous donne pas envie de sourire et de danser, ça n'a aucun sens. Mais le petit manège de ces Suédois ne convainc pas les nostalgiques du bon vieux rock'n'roll. Les gens ont dit que le rock est mort en 73, tu vois ce que je veux dire? Mais non, c'est l'évolution, mec. Mort ou pas, ils étaient près de 20 000 hier pour assister au concert d'Arcade Fire. Du rock, du vrai, avec un ukulélé. Le festival se termine demain soir, plus qu'un jour pour réviser son petit rock'n'roll illustré.
Voilà pour l'actualité de ce samedi. Comme vous avez pu le constater, un incident technique s'est produit à propos de l'interview de Madame Royal. Nous vous prions de nous en excuser. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Ne manquez pas la météo de Nathalie Riouet à 20h50, Fort Boyard. Je vous retrouve demain dès 13h. Passez une très belle soirée sur France 2.